exactement ce que nous venons de dire aux témoins, qu'il peut compter sur une forme de confidentialité quand besoin est. Peut-être que besoin n'est pas tout de suite, mais besoin sera à un moment. Le juge président, nous statuerons en temps et lieu. Oui, allez-y, veuillez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Alors tout à l'heure, je vous citais votre témoignage du 7 mars et le début d'une de vos phrases, et j'ai bien compris que votre réponse à ma question, c'était que le président Gbagbo prêchait la réconciliation, comme vous. C'est ça. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Alors je vais vous citer la suite de la phrase. Vous disiez que vous faisiez des tournées dans le Nord, vous expliquiez pourquoi, et vous précisiez, et je vous cite, pour dire que, et puis un peu plus loin, c'est la France qui est en train de nous diviser. De nous diviser. Donc c'est pendant la campagne, si je comprends bien. Oui, je le disais chaque fois que je partais faire des meetings. C'était même avant la campagne et même dans la campagne, depuis la crise. Comment la France essayait-elle de diviser les Ivoiriens? Mais c'est ce que je vous ai expliqué. Ce n'est pas seulement les Ivoiriens, ils divisent tout le monde en Afrique où ils ont des intérêts pour avoir des différents clans, pour comment on appelle, pour avoir la main prise sur les pays. C'est comme ça qu'ils font. Moi, je ne sais pas comment ils font, mais c'est le système. D'accord. Alors le 8 mars, le lendemain, dans votre témoignage, page 28, vous nous avez dit que vous étiez à Korogo pour le deuxième tour des élections et que, je cite, l'atmosphère n'était pas bonne. La tension était en train de monter. Il fallait un gagnant, donc les gens faisaient tout pour que leur candidat gagne. Fin de citation. Donc les gens faisaient tout pour que leur candidat gagne. C'est qui les gens? Maître, je crois que je suis... j'ai déjà répondu à cette question il y a 2 jours avec le bureau du procureur. Je vais vous répondre. Je l'ai dit exactement ce que vous venez de dire. Quand vous parlez des gens, c'est les militants. C'est les militants de chaque candidat. Voilà, c'est de ça que je veux parler. C'est les militants de chaque candidat. Puisque au nord, à Korogo, est considéré comme la fièvre et puis les militants de M. Alassane Ouattara. Je ne comprends pas. Je vais dire Korogo. Attendez, je vais vous dire ce que je ne comprends pas. La question que je vous pose, c'est par rapport à votre propre expérience. Donc à Korogo même, j'ai bien compris ce que vous aviez dit. L'atmosphère n'était pas bonne, la tension était en train de monter, les gens faisaient tout pour que leur candidat gagne. Attendez, ce que je vous avais dit. Ma question, à Korogo même, les gens dont vous parliez il y a seulement quelques jours, c'était qui? Je parle des militaires du RDR. Les militants du RDR. Oui, c'est ce que j'ai dit. D'accord, c'était ça ma question. Oui, c'est ça que j'ai dit, les militants du RDR. D'accord. En clair, les soutiens d'Alassane Ouattara. Bien sûr, c'est ce qu'il a répondu. D'accord. Alors maintenant, ma question. Ils faisaient tout pour que leur candidat gagne. C'est quoi tout? Est-ce que c'est des menaces, des affrontements physiques? Qu'est-ce qui se passait? Comme moi j'avais expliqué ici, moi je n'ai pas assisté, je dis bien je n'ai pas assisté à des affrontements qui passaient devant moi ou les menaces, mais les rapports qui nous venaient et puis ce qui s'est passé, je crois, dans quelques bureaux de vote où il y avait une militante que je ne connais pas bien son nom, une militante qui a été violemment battue, même déshabillée, nue,
tout ça, les images, je crois que vous devez avoir les images sur tout ça. Ça, c'est les rapports qui sont venus nous trouver à bien ce qui s'est passé derrière nous à Korogo, voilà, pendant les périodes des élections. Une militante violemment battue, mais une militante de quel parti? Du LMP. C'est quoi le LMP? LMP, la majorité présidentielle. Donc pro-Gbagbo. Pour Gbagbo, oui. D'accord. Alors nous avons c'est une photo? Une vidéo à montrer, Monsieur le Président, dont le numéro est le suivant. CIV-D15-0001-2108. Alors, le premier extrait. On a les deux extraits. Le premier extrait, c'est le timecode est de 3 minutes 52 à 7 minutes 55. Et le second extrait, 9,57 à 10,22. 9,57 à 10,22. C'est une vidéo d'Ivoire Business TV sur les fraudes électorales. Un reportage réalisé en 2011, composé d'images d'archives de la RTI, qui relate le déroulé des élections présidentielles en Côte d'Ivoire en 2010. Où la rébellion, qui n'avait pas désarmé, va sortir ses griffes. Les partisans du président Laurent Gbagbo sont empêchés de se rendre aux urnes. Ceux qui l'ont fait ont payé cash leur volonté de voir la Côte d'Ivoire s'inscrire sur la liste des pays démocratiques. Matin, quand je suis partie, c'était pour voir si mes représentants étaient présents. Ils étaient tous là. Maintenant, quand je voulais sortir du centre, j'ai vu des jeunes, ils m'ont entourné de jeunes. Ils m'ont commencé à me demander, est-ce que c'est moi, je suis le représentant de Gbagbo? Je dis oui. Donc, ils ont commencé à me tabasser. Ils m'ont frappé. Jusqu'à ils m'ont mis tout nu dans le centre. J'étais arrêté tout nu. Après ça, ils m'ont pris dans le cargo. Ils sont allés au cimetière. Ils m'ont frappé jusqu'à il y a un qui m'a attiré puis il m'a fauché. Il m'a mis à terre. Il m'a violé. J'ai perdu connaissance. Quand j'ai perdu connaissance après, je me suis levé, j'ai vu un sur moi. Il était en train de me violer. Après ça, ils sont allés avec moi au camp. Ils m'ont maltraité jusqu'à j'étais là. J'étais blessé partout. Le 28 matin, je me suis présenté dans le centre où je suis superviseur LMP pour voir si tous les représentants étaient présents. Et quand je suis rentré dans la cour, j'ai été entouré par un groupe de jeunes qui m'ont demandé si je suis superviseur LMP ou RHDP. J'ai dit que je suis superviseur LMP. Et dès que j'ai prononcé LMP, ils se sont jetés sur moi. Et il y a un qui m'a tapé sur le cou et l'autre m'a taclé dans les pieds et je suis tombé. Et il y a un troisième qui a mis sa main dans mon habit, il a déchiré et ils m'ont mis nu et ils m'ont tapé avec les pieds et puis ils ont disparu. C'est là qu'il y a une dame qui est venue me donner son pain. J'ai pris ça pour attacher et je me suis dirigé chez le coordonnateur qui m'a accompagné au domicile du DDC à Champirgo. Ce dernier m'a mis dans un véhicule pour m'amener à Abidjan pour me faire prendre des soins. Et lorsque nous sommes arrivés à la sortie de Korogo, on a été encore arrêté par un groupe de rebelles qui cherchaient à nous attaquer. J'ai été transporté à la PISAM pour prendre des soins. J'ai eu le cou cassé et j'ai suivi une opération à la PISAM où j'ai passé une semaine avant de retrouver mon domicile. J'avais porté mon tricot. Donc quand ils sont arrivés là, ils se sont arrêtés. Maintenant, il y a des jeunes qui disent que non, le cas descend, ils vont venir enlever le tricot sur moi. Quel tricot? C'est le tricot de Gbagbo. Donc quand ma grande soeur est entendue maintenant, elle dit que non, que tu commandes, ils disent qu'ils vont venir dans la suite. Donc moi je ne savais pas.
Après, maintenant, au moment où ils sont en train de lui dire de se calmer, il y a un monsieur qui est venu en forme. Il me dit non, moi d'enlever le tricot. C'est pour ça qu'il a demandé, mais je vais enlever le tricot, pourquoi? En même temps, il est tombé sur moi, il a commencé à déchirer mon habit, me déshabiller, tout nu. Ils m'ont frappé. Il est rentré dans le bureau, j'étais parti pour voter. Et quand il est rentré, il a cassé le bic. Ah, je te suis, et tout, il casse le bic. Il me dit, il ne faut pas m'énerver, je suis sur les nerfs. Tous ceux qui vont pas y sortir, tu as sorti pour me trouver. Moi, je croyais qu'il plaisantait. Je sors de là, il dit feu. Et les gars ont commencé à me battre. Ils m'ont dit, ils ont enlevé même mon sac, l'argent des gens, ils m'ont tout pris. Ils m'ont frappé, ils m'ont traîné. Il faut qu'on me tue. Pourquoi j'ai dit que pourquoi le monsieur a cassé le bic? Même s'il fait un bic, il va casser. Les observateurs de l'Union africaine ont fait les constats suivants. La mission a relevé avec regret des actes de violence graves, notamment des pertes en vies humaines, des atteintes à l'intégrité physique, des séquestrations, des intimidations, des tentatives d'enlèvement et de dégradation du matériel électoral. Autant d'éléments qui devraient faire l'objet d'une appréciation minutieuse de la part des organes compétents afin de déterminer leur impact sur le scrutin. En outre, Vous avez vu les images, donc. Oui. Les premières images, les images terribles de ces pauvres femmes battues, et pour certaines violées, c'est ces images-là dont vous nous parliez, que vous aviez vues à l'époque? Oui, ce sont les images. Et la dame là que je connais très bien. Vous la connaissez? Oui, bien sûr. Vous la connaissez d'où? Je la connais parce qu'elle est représentant, puisque moi j'étais à Korogo, elle venait chez le représentant de la campagne du président à Korogo, celui à la maison. Je la connais tous. Elle vous a raconté la même histoire? Non. Après, je ne l'ai plus vue. Après, moi, je ne l'ai plus vue. Quand ils l'ont emmené, moi, je ne l'ai plus vue. I have again a request from the... Le président, j'ai une nouvelle demande des cabines d'interprètes parce que vous ne ménagez aucune pause entre les questions et les réponses. Alors, je vous en prie et je vous remercie de le faire. I'm sorry, I'm lost. Which women are we talking about? Just la dame, because I saw 4 different... Monsieur McDonald, j'aimerais savoir de quelle femme vous parlez parce que j'en ai vu 4 sur les images. Le président, je ne m'y retrouve pas non plus, mais je veux croire qu'à la fin, une réponse sera apportée à cette question. Bon, on va faire une chose, si vous permettez, Monsieur le Président, la plus simple. On va faire des arrêts sur image pour chaque dame, et vous allez nous dire de quelle dame il s'agit. Yes, because first he said... Le président, oui, parce que le témoin a dit qu'il connaissait l'une de ces femmes, et ensuite, apparemment, il a dit qu'il les connaissait toutes. Donc, je pense que nous devrions faire ce que vous avez proposé. Ses griffes. Les partisans du... S'agit-il de cette dame? Non. Celle-ci? Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut indiquer la minute, s'il vous plaît, pour les fins d'enregistrement? 4h18.
Donc cette dame que nous avons là sur l'écran, vous la connaissez très bien, c'est ça? Oui, je la connais, c'est Sita, je crois. Elle faisait partie de votre campagne à Korogo, elle faisait partie du groupe qui était avec vous? Oui, oui. C'est-à-dire quand vous dites qu'elle faisait, parce que quand vous parlez de groupe de campagne, il y avait d'abord les organisateurs qui étaient responsables d'être dans les bureaux de vote. Et il y avait les responsables qui étaient dans la campagne pour se promener pour faire la campagne. Donc c'est des choses. Elles étaient des responsables des bureaux de vote. Est-ce que vous saviez, juste avant les élections, juste avant le second tour des élections, qu'elle allait prendre un tel risque? Et le savait-elle, elle? The witness cannot answer for the... Monsieur MacDonald, le témoin ne peut pas répondre à la place de la personne. Est-ce qu'elle savait qu'elle prenait un tel risque? Il n'en a pas la capacité. Le président, vous avez peut-être raison, mais laissez le témoin le dire. Monsieur MacDonald, mais la question est illégale pour commencer. Le témoin ne peut pas répondre au nom d'une tierce personne. Le président, bien sûr, il ne peut pas répondre au nom de quelqu'un d'autre. Veuillez poursuivre. Le président, oui, reformulez. Pensiez-vous, vous, qu'elle courait un risque en étant, si j'ai bien compris, assesseur dans un bureau de vote, c'est ça? Oui, j'ai compris ce que vous dites et où vous voulez en venir. Vous savez, c'est le deuxième tour. Le premier tour, en Côte d'Ivoire, les élections sont très bien déroulées. Au premier tour, la campagne a été très bien faite, que ce soit au nord, à l'est, à l'ouest, partout, c'était très bien fait de tous les côtés. Et comme je disais, qu'au deuxième tour, il ne restait que 2 candidats. Il y avait M. Alassane et M. Gbagbo. Donc, par rapport à ce qui s'est passé au premier tour, ça va m'étonner, même moi-même, que nous pensons que cette situation allait engendrer la violence ou la tension allait monter au point comme ça. Je pense qu'elle-même ne pourrait pas imaginer ce risque-là. Je ne crois pas. Parce que les choses, au premier tour, ça s'est bien passé. Avez-vous su ensuite qu'elle avait été battue et violée? Oui, je vous ai dit que, puisque moi j'étais dans la direction des campagnes, donc tous les rapports et tout ce qui se faisait venait chez le directeur des campagnes, M. Issa Malik, le directeur adjoint du cabinet du président de la République. Tout se passait là et comme moi j'étais en permanence avec lui, j'étais au courant, je savais qu'elle a été victime de ça. Je comprends. Bon. Je comprends la difficulté de la chose, croyez-le. On ne pouvait pas imaginer, c'est ce que vous m'avez dit il y a quelques secondes, hein, que ça allait tourner comme ça. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui, oui. Mais vous nous avez dit, le 8 mars, il y a quelques jours, page 29, ligne 27, je vous cite, « J'ai quitté Korogo le matin même, et vous précisez un peu plus loin, on croyait qu'on allait nous attaquer à Korogo. Et vous précisez encore plus loin, ce n'était pas prudent de rester. » Ben, vous vous doutiez quand même qu'il y avait des risques alors? Non, est-ce que je peux vous répondre? Merci. Quand vous m'avez posé la question si elle prenait des risques ou elle pouvait penser qu'elle va avoir des risques, il y a un problème. Je vous ai dit non. Moi-même, je vous ai dit non parce que nous étions à Korogo. Mais nous étions à Korogo, nous sommes partis pour la campagne, puisqu'on avait fini les premières campagnes et tout ça s'est bien passé.
C'est pendant que, dans la journée des élections, ces dames-là, ces représentants étaient déjà partis dans les bureaux. Ils ne pouvaient pas connaître l'attention et ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas savoir. Et non plus nous-mêmes. Et quand je vous ai dit qu'on a commencé à avoir des rumeurs que notre président à Korogo n'était pas bien. Et donc, dès que le directeur de campagne a fini de voter, il fallait qu'on quitte Korogo. Nous, je ne parle pas de eux, je parle de nous, qui sommes partis d'Abidjan à Korogo et qui étaient proches du président de la République. C'est comme ça, on a décidé de quitter Korogo parce qu'il ne fallait pas rester. C'est comme ça, nous on est partis. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est la même chose que j'ai dit. Peut-être c'est la façon que je forme ou je cadre qui fait la différence. Techniquement, c'est vous qui le savez, mais c'est la même chose. Je veux dire que la dame ne pouvait pas savoir des risques qu'elle prenait, puisqu'il n'y avait pas de risques, puisque les choses ont été bien tournées. Donc, c'est le matin, quand ils sont allés dans les bureaux, puisque les bureaux de vote devaient s'ouvrir à 7h30, à 8h, tout le monde était parti. Et les gens sont allés commencer à voter. Tout. C'est vers les 10h30, 11h que les choses ont commencé à prendre un autre allure, je crois, à mon canal. Et puis c'est là que les choses ont... Nous, on a quitté Korogo. Bon, d'accord. Alors, concentrons-nous sur vous. Vous, c'est clair ce que vous avez dit. J'ai quitté Korogo le matin même. Pourquoi? Je vous cite. On croyait qu'on allait nous attaquer à Korogo. Et vous expliquez, ce n'était pas prudent de rester. Bon, c'est clair ça. Donc, vous aviez peur de quelque chose. De quoi? Oui, mais c'est ce que on a peur de la violence. Puisque nous, quand j'ai dit qu'on nous attaquer, les rumeurs qui venaient, que les sympathisants de M. Alassane qui sont à Korogo, c'est-à-dire les militants, devaient s'en prendre à nous. Les militants, quels militants? J'ai dit bien les militants de M. Alassane, j'ai dit les militants de RDR, les militants de RHDP, puisque c'était RHDP et LMP. Donc les militants de RHDP, c'est ce que je vais dire. D'accord. Vous avez dit à un moment quelque chose de très intéressant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, dans une de vos déclarations, en 2011, c'est-à-dire quelques mois à peine après la chute du président Gbagbo, la pièce est numérotée CIV-OTP 0014 0601. La page est numérotée CIV-OTP 0014 0608, ligne 231. Et je vais vous citer. Quand les élections ont eu lieu, le premier tour à Korogo, et la tension était un peu montée à Korogo, parce qu'on disait que le président Gbagbo était largement en tête. Donc, nous qui étions là-bas, qui le représentaient, on n'était pas trop en sécurité de rester. On pensait que ce n'était pas bon que nous restions. C'est ainsi qu'on a quitté Korogo pour Abidjan. Fin de citation. Vous avez dit là, la tension était montée à Korogo parce qu'on disait que le président Gbagbo était largement en tête. Si je comprends votre phrase, vous me dites si je me trompe, était largement en tête à Korogo. C'est ça que vous voulez dire? Ou bien c'est largement en tête dans toute la Côte d'Ivoire? Vous voulez que je relise votre phrase pour ne pas la dénaturer? Objection. Une seconde. Monsieur McDonald, objection. I think we have to be. Je crois que nous devons nous montrer équitables à l'égard du témoin et commencer à la ligne 234.
224 pour situer le témoin dans le temps entre le premier et le deuxième tour des élections et replacer la réponse du témoin dans son contexte. Le Président, je n'ai pas bien compris votre objection. Monsieur MacDonald, mon objection, Monsieur le Président, est due au fait que la question est trompeuse, car elle ne définit pas clairement le contexte qui était à la base de la question posée par le bureau du procureur en 2011. Donc, il nous faut, quand on donne lecture d'une citation, situer la citation dans le temps, y compris par la personne entendue. Le Président, pourriez-vous, je vous prie, reformuler l'intégralité de votre question? Reprenez votre question, je vous prie. Monsieur le Président, je veux bien tout ce qu'on veut, mais c'est difficile de reformuler ce que le témoin a dit. Or, j'ai bien fait attention de lire tout ce qu'il a dit. Et notamment, puisque quand les élections ont eu lieu, le premier tour à Korogo, parce qu'on disait, je l'ai bien lu, je l'ai lu. Donc c'est bien le premier tour, il n'y a pas de problème de contexte. J'ai fidèlement lu pour qu'il n'y ait pas d'erreur, et j'ai proposé de relire. Et alors maintenant qu'on dit que ça n'a pas été contextualisé, ça a été contextualisé. Yes, no, it's about the question. Le Président, oui, mais c'est la question qui suit votre lecture qui est à la base de l'objection. Je crois que ce n'est pas exactement ce que disait. Le premier tour a été mentionné, je comprends. C'était là mon objection et je m'en excuse. Je croyais que le temps n'avait pas été mentionné. Je m'excuse auprès de mon collègue d'être intervenu. C'est une erreur de ma part. Mais la question, effectivement, est large. Here, the English transcript is coming. Le Président, le compte-rendu en anglais arrive tardivement par rapport au prononcé de l'objection. Donc, j'ai quelquefois un peu de mal à maîtriser ce qui a été dit. Mais veuillez poursuivre, je vous prie. Les estimés confrères sont acceptés. Et puisque l'objection qui a été retirée ne portait pas sur ma question en tant que telle, je la repose. Mais pour cela, il faut que je l'ai sous les yeux. Ça me revient. Pardon de cette interruption. Et vous voyez que l'on cherche à faire les choses bien. Alors, là, vous disiez, parce qu'on disait que le président Gbagbo était largement en tête. Ma question, quand vous dites ça, vous pensez ou vous voulez dire qu'il est largement en tête à Korogo ou qu'il est largement en tête partout en Côte d'Ivoire? C'est quoi? Merci, maître. Vous parlez du premier tour. Voilà, merci, c'est gentil. On disait que le président est largement en tête partout en Côte d'Ivoire, pas à Korogo. Pas à Korogo. Il est largement en tête devant les deux autres candidats. D'accord. Merci, maître. D'accord, d'accord. Donc, maintenant, je comprends mieux votre phrase de l'époque. Vous dites, tout le monde apprend que le président Gbagbo était en tête, largement en tête, vous dites, au premier tour, et vous êtes à Korogo, et vous nous dites, la tension monte parce que on disait que le président Gbagbo était largement en tête. Donc nous qui étions là-bas, qui le représentaient, on n'était pas trop en sécurité de rester. C'est ainsi qu'on a quitté Korogo pour Abidjan. Vous nous dites, autrement dit, que lors du premier tour, vous étiez plus en sécurité à Abidjan qu'à Korogo, c'est bien ça? Please, microphone. Le président, le micro, s'il vous plaît.
C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit. Ah non, Non? non. Oui, j'ai dit quoi? Que tout s'est bien passé au premier tour. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah bon, d'accord. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mhm. Je vous ai dit, et je reprends s'il vous plaît, mais si vous me permettez, il faut que je reprenne bien Bien sûr. pour que je me fasse comprendre à la cour, à la chambre. J'ai dit, quand les élections ont commencé en Côte d'Ivoire, les premiers tours, où il y avait tous les candidats, tout s'est très bien passé. Ça, je reprends et je répète. J'ai dit le premier tour, tout s'est bien passé. Tout est bien passé. Il n'y avait pas de... Il y avait pas... en tout cas, tout s'est bien passé, que ce soit à Korogo ou ailleurs, ça s'est bien passé. Mais quand vers la soirée, quand je vous ai dit, les résultats ont commencé à sortir pour dire que le président Gbagbo était largement en tête et qu'il y avait celui qui le suivait. D'autres disaient que c'était le président Bédié, d'autres disaient que c'est Alassane. Jusqu'à quand les résultats ont été donnés définitifs, il s'est trouvé que c'était les deux candidats qui devaient s'affronter. C'est M. Alassane et M. Gbagbo. Ça, c'était le premier tour. Il n'y avait rien à dire. C'est ce que j'ai dit. C'est pour cela que j'ai ajouté que la dame ne pouvait pas imaginer ce qui lui arrivait pouvait lui arriver au deuxième tour. Parce que les choses sont bien déroulées. C'est ce que j'ai dit. Peut-être c'est ma façon de formuler les choses ou de les placer. Comme je ne suis pas technicien en droit, mais je dis les faits comme je les connais. Merci. Merci, maître. Le 8 mars, donc il y a quelques jours, vous nous avez indiqué que pour sécuriser les élections au nord, se trouvait, je suppose, dans chaque bureau de vote, mais je vais vous poser la question, à côté des forces rebelles, je cite ce que vous avez dit, l'ONU et cette unité que je ne me souviens pas bien du nom, que le gouvernement avait mis en place spécialement pour surveiller cette élection. Fin de citation. Alors, je comprends de ce que vous avez dit qu'un effort avait été fait et qu'au nord, il y avait ensemble, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, allez-y, ensemble, des soldats rebelles, des représentants de l'ONU et des membres de cette unité dont vous parlez. D'accord? Première question. Est-ce que c'était devant chaque bureau de vote ou dans des endroits un peu épars? Avant que vous répondiez, je vais donner la référence de ce que j'ai dit. C'est page 98, ligne 16 et suivante. Voilà. Vous voulez que je répète la question ou c'est bon? Merci, maître. Je pense bien que lorsqu'on devait organiser les élections, il y a eu un truc qui a été mis en place, un truc de sécurité qui a été mis en place, qui était mixte. Ça veut dire que les forces nouvelles. Vous permettez, je vous interromps une seconde. Allez-y. Parce que ma question, je crois, n'est pas celle-là. Ma question, c'est ces groupes de soldats, de militaires, vous les appelez comme vous voulez, et de représentants de l'ONU, est-ce qu'ils étaient présents devant chaque bureau de vote ou simplement étaient-ils présents par-ci, par-là, un dans un bureau de vote lointain, l'autre? Vous comprenez ce que je veux dire? Après, on pourra parler de l'unité si vous voulez. Maître, merci. Je vous ai compris maintenant. Voilà. Oui, ces représentants étaient... Vous savez, les bureaux de vote se faisaient dans une école. Voilà. La plupart dans une école ou dans les centres de foyer, différentes choses. Donc, ces personnes n'étaient pas dans les bureaux de vote à l'intérieur. Ils étaient dans la cour, puisqu'ils étaient là pour la sécurité. Dans les bureaux de vote, il y avait les représentants. Ce n'était pas les hommes les hommes de sécurité, c'est-à-dire les hommes à armes, non. Il y avait des bureaux de vote, il y avait des représentants des différents partis. C'est-à-dire que le parti de Gbagbo, le parti d'Alassane. Et parfois, il y avait les observateurs qui faisaient des tournées, qui venaient regarder si les choses se déroulaient bien, qui allaient à un autre bureau ou à un autre village ou à un autre quartier. C'est comme ça que les choses se faisaient. Mais les hommes que vous demandez
n'étaient pas dans les bureaux de vote dedans, mais ils étaient dans la cour. Donc, ils étaient là à Korogo, dans la cour du bureau de vote, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il a dit. Pourquoi, ma question, pourquoi n'ont-ils pas fait cesser le supplice qu'a subi votre ami dont vous nous avez parlé tout à l'heure? Objection. On a la vidéo, Monsieur le Président, mais le témoin ne peut pas répondre pour la dame. Pourquoi n'en sont-ils pas intervenus au moment du supplice? Qu'on lui demande une opinion, qu'on lui demande du oui-dire, il est trop éloigné des faits pour pouvoir avoir une information qui soit utile à la Chambre. Monsieur le Président? Absolutely sustain. Le président. Objection retenue, absolument. Avant. Yes, he cannot answer. Le président. Le témoin ne peut pas répondre à une question à la place de quelqu'un d'autre. Ce que pensaient ces militaires, parce qu'en effet, il ne peut pas nous le dire. La question est de savoir s'il peut nous donner une information objective qu'il aurait connue comme représentant, comme personne responsable, puisque c'était un responsable de la campagne et un responsable des élections. Y avait-il une raison objective particulière qui aurait empêché qu'ils interviennent? Ou bien, peut-être qu'il peut nous dire, non, je ne vois pas de raison, j'en sais rien. Mais c'est ça ma question. C'est pas qu'ils se mettent à la place des autres. Le président. Oui, mais dans ce cas, la question n'a pas été formulée de la meilleure façon qui soit, dirais-je. Vous n'avez pas posé correctement la question. Présenté comme ça. Y a-t-il, à votre avis, vous qui connaissiez les lieux, les personnes, tout ce qui se passait, une raison particulière, objective, que vous connaîtriez en tant que responsable, qui expliquerait la non-intervention de ces représentants dont vous nous avez parlé, de l'ONU, des rebelles et de l'unité mixte, pour empêcher le supplice subi par votre ami? Ou bien vous n'en savez rien, vous pouvez dire que vous n'en savez rien. Merci, maître. Merci, maître. La question est bienvenue, mais comme vous l'avez, la question peut-être qui peut rester à poser, est-ce que dans ce bureau de vote où la dame était, et puis est-ce qu'il y avait ces éléments? Parce que c'est la question qu'il faut savoir. Est-ce qu'il y avait ces éléments? Moi, je ne sais pas, je n'étais pas là. Vous voyez? Voilà. Je crois que je vois. Voilà. Donc, parce que je n'avais pas tout à fait saisi cela, j'avais cru comprendre de vos réponses précédentes que ces éléments, c'est-à-dire ces personnes, rebelles, ONU, unité mixte, étaient présentes dans ce bureau de vote ou à proximité immédiate de ce bureau de vote. Et vous nous dites, là maintenant tout de suite, qu'en fait on n'en sait rien. C'est bien ça? Oui, c'est ce que je vous dis. Parce que vous m'avez demandé pourquoi, s'ils étaient là, pourquoi ils n'ont pas intervenu. J'ai dit, j'ai compris, mais je ne sais pas, mais je vous aussi demande, est-ce qu'ils étaient là? Parce que ça va m'étonner qu'ils sont là pour jouer un rôle et que ça se passe, ils n'interviennent pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si on essaie de se faire comprendre, maître. On se comprend. Merci, maître. On se comprend, et vous avez répondu par la même occasion à l'une de mes questions précédentes. Ces personnels militaires ou civils n'étaient donc pas présents partout. C'est bien ça? Oui, je crois bien. Oui. Ils n'étaient pas présents dans tous les bureaux. No, it's 4 o'clock. Le président, il est 16 heures à présent. Je me demandais donc si c'était peut-être un moment opportun pour suspendre l'audience pour aujourd'hui ou si vous aviez d'autres questions dans le même contexte. Mais en tout cas, il est 16 heures. Nous sommes arrivés au terme de notre troisième partie d'audience et nous reprenons nos débats demain matin à 9h30.
exactement ce que nous venons de dire aux témoins, qu'il peut compter sur une forme de confidentialité quand besoin est. Peut-être que besoin n'est pas tout de suite, mais besoin sera à un moment. Le juge président, nous statuerons en temps et lieu. Oui, allez-y, veuillez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Alors tout à l'heure, je vous citais votre témoignage du 7 mars et le début d'une de vos phrases, et j'ai bien compris que votre réponse à ma question, c'était que le président Gbagbo prêchait la réconciliation, comme vous. C'est ça? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Alors je vais vous citer la suite de la phrase. Vous disiez que vous faisiez des tournées dans le Nord, vous expliquiez pourquoi, et vous précisiez, et je vous cite, pour dire que, et puis un peu plus loin, c'est la France qui est en train de nous diviser. De nous diviser. Donc c'est pendant la campagne, si je comprends bien. Oui, je le disais chaque fois que je partais faire des meetings. C'était même avant la campagne et même dans la campagne, depuis la crise. Comment la France essayait-elle de diviser les Ivoiriens? Mais c'est ce que je vous ai expliqué. Ce n'est pas seulement les Ivoiriens, ils divisent tout le monde en Afrique où ils ont des intérêts. Pour avoir des différents clans, pour comment on appelle, pour avoir la main prise sur les pays. C'est comme ça qu'ils font. Moi, je ne sais pas comment ils font, mais c'est le système. D'accord. Alors le 8 mars, le lendemain, dans votre témoignage, page 28, vous nous avez dit que vous étiez à Korogo pour le deuxième tour des élections et que, je cite, l'atmosphère n'était pas bonne. La tension était en train de monter. Il fallait un gagnant, donc les gens faisaient tout pour que leur candidat gagne. Fin de citation. Donc les gens faisaient tout pour que leur candidat gagne. C'est qui les gens? Maître, je crois que je suis... j'ai déjà répondu à cette question il y a 2 jours avec le bureau du procureur. Je vais vous répondre. Je l'ai dit exactement ce que vous venez de dire. Quand vous parlez des gens, c'est les militants. C'est les militants de chaque candidat. Voilà, c'est de ça que je veux parler. C'est les militants de chaque candidat. Puisque au nord, à Korogo, est considéré comme la fièvre et puis les militants de M. Alassane Ouattara. Je ne comprends pas. Je vais dire Korogo. Attendez, je vais vous dire ce que je ne comprends pas. La question que je vous pose, c'est par rapport à votre propre expérience. Donc à Korogo même, j'ai bien compris ce que vous aviez dit. L'atmosphère n'était pas bonne, la tension était en train de monter, les gens faisaient tout pour que leur candidat gagne. Attendez, ce que je vous avais dit. Ma question, à Korogo même, les gens dont vous parliez il y a seulement quelques jours, c'était qui? Je parle des militaires du RDR. Les militants du RDR. Oui, c'est ce que j'ai dit. D'accord, c'était ça ma question. Oui, c'est ça que j'ai dit, les militants du RDR. D'accord. En clair, les soutiens d'Alassane Ouattara. Bien sûr, c'est ce qu'il a répondu. D'accord. Alors maintenant, ma question. Ils faisaient tout pour que leur candidat gagne. C'est quoi tout? Est-ce que c'est des menaces, des affrontements physiques? Qu'est-ce qui se passait? Comme moi j'avais expliqué ici, moi je n'ai pas assisté, je dis bien je n'ai pas assisté à des affrontements qui passaient devant moi ou les menaces, mais les rapports qui nous venaient et puis ce qui s'est passé, je crois, dans quelques bureaux de vote où il y avait une militante que je ne connais pas bien son nom, une militante qui a été violemment battue, même déshabillée, nue,
tout ça, les images, je crois que vous devez avoir les images sur tout ça. Ça, c'est les rapports qui sont venus nous trouver à bien ce qui s'est passé derrière nous à Korogo. Voilà, pendant les périodes des élections. Une militante violemment battue, mais une militante de quel parti? Du LMP. C'est quoi le LMP? LMP, la majorité présidentielle. Donc pro-Gbagbo. Pour Gbagbo, oui. D'accord. Alors nous avons c'est une photo? Une vidéo à montrer, Monsieur le Président, dont le numéro est le suivant. CIV-D15-0001-2108. Alors, le premier extrait, on a les deux extraits. Le premier extrait, c'est le timecode est de 3 minutes 52 à 7 minutes 55. Et le second extrait, 9,57 à 10,22. 9,57 à 10,22. C'est une vidéo d'Ivoire Business TV sur les fraudes électorales. Un reportage réalisé en 2011, composé d'images d'archives de la RTI, qui relate le déroulé des élections présidentielles en Côte d'Ivoire en 2010. Où la rébellion, qui n'avait pas désarmé, va sortir ses griffes. Les partisans du président Laurent Gbagbo sont empêchés de se rendre aux urnes. Ceux qui l'ont fait ont payé cash leur volonté de voir la Côte d'Ivoire s'inscrire sur la liste des pays démocratiques. Matin, quand je suis partie, c'était pour voir si mes représentants étaient présents. Ils étaient tous là. Maintenant, quand je voulais... Vous, c'est clair ce que vous avez dit. J'ai quitté Korogo le matin même. Pourquoi? Je vous cite. On croyait qu'on allait nous attaquer à Korogo. Et vous expliquer, ce n'était pas prudent de rester. Bon, c'est clair ça. Donc, vous aviez peur de quelque chose. De quoi? Oui, mais c'est ce que on a peur de la violence. Puisque nous, quand j'ai dit ils vont nous attaquer, les rumeurs qui venaient, que les sympathisants de M. Alassane qui sont à Korogo, c'est-à-dire les militants, devaient s'en prendre à nous. Les militants, quels militants? J'ai dit bien les militants de M. Alassane, j'ai dit les militants de RDR, les militants de RHDP, puisque c'était RHDP et LMP. Donc les militants de RHDP, c'est ce que je vais dire. D'accord. Vous avez dit à un moment quelque chose de très intéressant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, dans une de vos déclarations, en 2011, c'est-à-dire quelques mois à peine après la chute du président Gbagbo, la pièce est numérotée CIV-OTP 0014 0601. La page est numérotée CIV-OTP 0014 0608, ligne 231. Et je vais vous citer. Quand les élections ont eu lieu, le premier tour à Korogo, et la tension était un peu montée à Korogo, parce qu'on disait que le président Gbagbo était largement en tête. Donc, nous qui étions là-bas, qui le représentaient, on n'était pas trop en sécurité de rester. On pensait que ce n'était pas bon que nous restions. C'est ainsi qu'on a quitté Korogo pour Abidjan.
Fin de citation. Vous avez dit là, la tension était montée à Korogo parce qu'on disait que le président Gbagbo était largement en tête. Si je comprends votre phrase, vous me dites si je me trompe, était largement en tête à Korogo, c'est ça que vous voulez dire? Ou bien c'est largement en tête dans toute la Côte d'Ivoire? Vous voulez que je relise votre phrase pour ne pas la dénaturer? Objection. Une seconde. Monsieur McDonald, objection. I think we have to be. Je crois que nous devons nous montrer équitables à l'égard du témoin et commencer à la ligne 234. 224 pour situer le témoin dans le temps entre le premier et le deuxième tour des élections et replacer la réponse du témoin dans son contexte. Le Président, je n'ai pas bien compris votre objection. Monsieur McDonald, mon objection, Monsieur le Président, est due au fait que la question est trompeuse, car elle ne définit pas clairement le contexte qui était à la base de la question posée par le bureau du procureur en 2011. Donc, il nous faut, quand on donne lecture d'une citation, situer la citation dans le temps, y compris par la personne entendue. Le Président, pourriez-vous, je vous prie, reformuler l'intégralité de votre question? Reprenez votre question, je vous prie. Monsieur le Président, je veux bien tout ce qu'on veut, mais c'est difficile de reformuler ce que le témoin a dit. Or, j'ai bien fait attention de lire tout ce qu'il a dit. Et notamment, puisque quand les élections ont eu lieu, le premier tour à Korogo, parce qu'on disait, je l'ai bien lu, je l'ai lu. Donc c'est bien le premier tour, il n'y a pas de problème de contexte. J'ai fidèlement lu pour qu'il n'y ait pas d'erreur, et j'ai proposé de relire. Et alors maintenant qu'on dit que ça n'a pas été contextualisé, ça a été contextualisé. Yes, no, it's about the question. Le Président, oui, mais c'est la question qui suit votre lecture qui est à la base de l'objection. Je crois que ce n'est pas exactement ce que disait. Le premier tour a été mentionné, je comprends. C'était là mon objection et je m'en excuse. Je croyais que le temps n'avait pas été mentionné. Je m'excuse auprès de mon collègue d'être intervenu. C'est une erreur de ma part. Mais la question, effectivement, est large. Here, the English transcript is coming. Le Président, le compte-rendu en anglais arrive tardivement par rapport au prononcé de l'objection. Donc, j'ai quelquefois un peu de mal à maîtriser ce qui a été dit. Mais veuillez poursuivre, je vous prie. Les estimés confrères sont acceptés. Et puisque l'objection qui a été retirée ne portait pas sur ma question en tant que telle, je la repose. Mais pour cela, il faut que je l'ai sous les yeux. Ça me revient. Pardon de cette interruption. Et vous voyez que l'on cherche à faire les choses bien. Alors, là, vous disiez, parce qu'on disait que le président Gbagbo était largement en tête. Ma question, quand vous dites ça, vous pensez ou vous voulez dire qu'il est largement en tête à Korogo ou qu'il est largement en tête partout en Côte d'Ivoire? C'est quoi? Merci, maître. Vous parlez du premier tour. Voilà, merci, c'est gentil. On disait que le président était largement en tête partout en Côte d'Ivoire, pas à Korogo. Pas à Korogo. Il était largement en tête devant les deux autres candidats. D'accord. Merci, maître. D'accord. Donc,
Maintenant, je comprends mieux votre phrase de l'époque. Vous dites, tout le monde apprend que le président Gbagbo était en tête, largement en tête, vous dites, au premier tour, et vous êtes à Korogo, et vous nous dites, la tension monte parce que on disait que le président Gbagbo était largement en tête. Donc nous qui étions là-bas, qui le représentaient, on n'était pas trop en sécurité de rester. C'est ainsi qu'on a quitté Korogo pour Abidjan. Vous nous dites, autrement dit, que lors du premier tour, vous étiez plus en sécurité à Abidjan qu'à Korogo, c'est bien ça? Please, microphone. Le président, le micro, s'il vous plaît. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit. Ah non? Non? Non. Oui, j'ai dit quoi? Que tout s'est bien passé au premier tour. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah bon, d'accord. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous ai dit, et je reprends s'il vous plaît, mais si vous me permettez, il faut que je reprenne bien pour que je me fasse comprendre à la cour, à la chambre. J'ai dit, quand les élections ont commencé en Côte d'Ivoire, les premiers tours, où il y avait tous les candidats, tout s'est très bien passé. Ça, je reprends et je répète. J'ai dit le premier tour, tout s'est bien passé. Tout est bien passé. Il n'y avait pas en tout cas, tout s'est bien passé, que ce soit à Korogo ou ailleurs, ça s'est bien passé. Mais vers la soirée, quand je vous ai dit, les résultats ont commencé à sortir pour dire que le président Gbagbo était largement en tête et qu'il y avait celui qui le suivait. D'autres disaient que c'était le président Bédié, d'autres disaient que c'est Alassane. Jusqu'à quand les résultats ont été donnés définitifs, il s'est trouvé que c'était les deux candidats qui devaient s'affronter. C'est M. Alassane et M. Gbagbo. Ça, c'était le premier tour. Il n'y avait rien à dire. C'est ce que j'ai dit. C'est pour cela que j'ai ajouté que la dame ne pouvait pas imaginer ce qui lui arrivait pouvait lui arriver au deuxième tour. Parce que les choses sont bien déroulées. C'est ce que j'ai dit. Peut-être c'est ma façon de formuler les choses ou de les placer. Comme je ne suis pas technicien en droit, mais je dis les faits comme je les connais. Merci. Merci, maître. Le 8 mars, donc il y a quelques jours, vous nous avez indiqué que pour sécuriser les élections au nord, se trouvait, je suppose, dans chaque bureau de vote, mais je vais vous poser la question, à côté des forces rebelles, je cite ce que vous avez dit, l'ONU et cette unité que je ne me souviens pas bien du nom, que le gouvernement avait mise en place spécialement pour surveiller cette élection. Fin de citation. Alors, je comprends de ce que vous avez dit qu'un effort avait été fait et qu'au nord, il y avait ensemble, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, ensemble, des soldats rebelles, des représentants de l'ONU et des membres de cette unité dont vous parlez. D'accord? Première question. Est-ce que c'était devant chaque bureau de vote ou dans des endroits un peu épars? Avant que vous répondiez, je vais donner la référence de ce que j'ai dit. C'est page 98, ligne 16 et suivante. Voilà. Vous voulez que je répète la question ou c'est bon? Merci, maître. Je pense bien que lorsqu'on devait organiser les élections, il y a eu un truc qui a été mis en place, un truc de sécurité qui a été mis en place, qui était mixte. Ça veut dire que les forces nouvelles. Vous permettez, je vous interromps une seconde. Allez-y. Parce que ma question, je crois, n'est pas celle-là. Ma question, c'est ces groupes de soldats, de militaires, vous les appelez comme vous voulez, et de représentants de l'ONU, est-ce qu'ils étaient présents devant chaque bureau de vote ou simplement étaient-ils présents par-ci, par-là? Un dans un bureau de vote lointain, l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, on pourra parler de l'unité si vous voulez.
Maître, merci. Je vous ai compris maintenant. Voilà. Oui, ces représentants, vous savez, les bureaux de vote se faisaient dans une école. Voilà. La plupart dans une école ou dans les centres de foyer, différentes choses. Donc, ces personnes n'étaient pas dans les bureaux de vote à l'intérieur. Ils étaient dans la cour, puisqu'ils étaient là pour la sécurité. Dans les bureaux de vote, il y avait les représentants. Ce n'était pas les hommes, les hommes de sécurité, c'est-à-dire les hommes à armes, non. Il y avait des bureaux de vote, il y avait des représentants des différents partis. C'est-à-dire que le parti de Gbagbo, le parti d'Alassane. Et parfois, il y avait les observateurs qui faisaient des tournées, qui venaient regarder si les choses se déroulaient bien, qui allaient à un autre bureau ou à un autre village ou à un autre quartier. C'est comme ça que les choses se faisaient. Mais les hommes que vous demandez n'étaient pas dans les bureaux de vote dedans, mais ils étaient dans la cour. Donc, ils étaient là à Korogo, dans la cour du bureau de vote, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il a dit. Pourquoi, ma question, pourquoi n'ont-ils pas fait cesser le supplice qu'a subi votre ami dont vous nous avez parlé tout à l'heure? Objection. On a la vidéo, Monsieur le Président, mais le témoin ne peut pas répondre pour la dame. Pourquoi n'en sont-ils pas intervenus au moment du supplice? On lui demande une opinion, qu'on lui demande d'où dire. S'agit-il de cette dame? Non. Celle-ci? Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut indiquer la minute, s'il vous plaît, pour les fins d'enregistrement? 4h18. Donc cette dame que nous avons là sur l'écran, vous la connaissez très bien, c'est ça? Oui, je la connais, c'est Sita, je crois. Elle faisait partie de votre campagne à Korogo, elle faisait partie du groupe qui était avec vous? Oui, oui. C'est-à-dire quand vous dites qu'elle faisait, parce que quand vous parlez de groupe de campagne, il y avait d'abord les organisateurs qui étaient responsables d'être dans les bureaux de vote. Et il y avait les responsables qui étaient dans la campagne pour se promener pour faire la campagne. Donc c'est des choses. Elles étaient des responsables des bureaux de vote. Est-ce que vous saviez, juste avant les élections, juste avant le second tour des élections, qu'elle allait prendre un tel risque? Et le savait-elle, elle? The witness cannot answer for the... Monsieur MacDonald, le témoin ne peut pas répondre à la place de la personne. Est-ce qu'elle savait qu'elle prenait un tel risque? Il n'en a pas la capacité. Le président, vous avez peut-être raison, mais laissez le témoin le dire. Monsieur MacDonald, mais la question est illégale pour commencer. Le témoin ne peut pas répondre au nom d'une tierce personne. Le président, bien sûr, il ne peut pas répondre au nom de quelqu'un d'autre. Veuillez poursuivre. Le président, oui, reformulez. Pensiez-vous, vous, qu'elle courait un risque en étant, si j'ai bien compris, assesseur dans un bureau de vote, c'est ça? Oui, j'ai compris ce que vous dites et où vous voulez en venir. Vous savez, c'est le deuxième tour. Le premier tour, en Côte d'Ivoire, les élections sont très bien déroulées. Au premier tour, la campagne a été très bien faite, que ce soit au nord, à l'est, à l'ouest, partout, c'était très bien fait de tous les côtés. Et comme je disais, qu'au deuxième tour, il ne restait que deux candidats. Il y avait M. Alassane et M. Gbagbo. Donc, par rapport à ce qui s'est passé au premier tour, ça va m'étonner, même moi-même, que nous pensons que cette situation allait engendrer la violence ou la tension allait monter au point
comme ça. Je pense qu'elle-même ne pourrait pas imaginer ce risque-là. Je ne crois pas. Parce que les choses, au premier tour, ça s'est bien passé. Avez-vous su ensuite qu'elle avait été battue et violée? Oui, je vous ai dit que, puisque moi j'étais dans la direction des campagnes, donc tous les rapports et tout ce qui se faisait venait chez le directeur des campagnes, M. Issa Malik, le directeur adjoint du cabinet du président de la République. Tout se passait là, et comme moi j'étais en permanence avec lui, j'étais au courant, je savais qu'elle a été victime de ça. Je comprends. Bon. Je comprends la difficulté de la chose, croyez-le. On ne pouvait pas imaginer, c'est ce que vous m'avez dit il y a quelques secondes, hein, que ça allait tourner comme ça. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui, oui. Mais vous nous avez dit, le 8 mars, il y a quelques jours, page 29, ligne 27, je vous cite, « J'ai quitté Korogo le matin même », et vous précisez un peu plus loin, « On croyait qu'on allait nous attaquer à Korogo ». Et vous précisez encore plus loin, « Ce n'était pas prudent de rester ». Ben, vous vous doutiez quand même qu'il y avait des risques alors? Non, est-ce que je peux vous répondre? Merci. Quand vous m'avez posé la question si elle prenait des risques ou elle pouvait penser qu'elle va avoir des risques, il y a un problème. Je vous ai dit non. Moi-même, je vous ai dit non parce que nous étions à Korogo. Mais nous étions à Korogo, nous sommes partis pour la campagne, puisqu'on avait fini les premières campagnes et tout ça s'est bien passé. C'est pendant que, dans la journée des élections, ces dames-là, ces représentants étaient déjà partis dans les bureaux. Ils ne pouvaient pas connaître la tension et ce qui se passait, ils ne pouvaient pas savoir. Et non plus nous-mêmes. Et quand je vous ai dit qu'on a commencé à avoir des rumeurs que notre président à Korogo n'était pas bien. Et donc, dès que le directeur de campagne a fini de voter, il fallait qu'on quitte Korogo. Nous, je ne parle pas de eux, je parle de nous, qui sommes partis d'Abidjan à Korogo et qui étaient proches du président de la République. C'est comme ça, on a décidé de quitter Korogo parce qu'il ne fallait pas rester. C'est comme ça, nous on est partis, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est la même chose que j'ai dit. Peut-être c'est la façon que je forme ou je cadre qui fait la différence. Techniquement, c'est vous qui le savez, mais c'est la même chose. Je veux dire que la dame ne pouvait pas savoir des risques qu'elle prenait, puisqu'il n'y avait pas de risques, puisque les choses ont été bien tournées. Donc, c'est le matin, quand ils sont allés dans les bureaux, puisque les bureaux de vote devaient s'ouvrir à 7h30 à 8h, tout le monde était parti. Et les gens sont allés commencer à voter tout. C'est vers les 10h30, 11h que les choses ont commencé à prendre un autre allure, je crois, mon canal. Puis c'est là que les choses ont... Nous, on a quitté Korogo. Bon, d'accord. Alors, concentrons-nous sur vous. Sorti du centre, j'ai vu des jeunes, ils m'ont entourné de jeunes. Ils m'ont commencé à me demander, est-ce que c'est moi, je suis le représentant de Gbagbo? Je dis oui. Donc, ils ont commencé à me tabasser. Ils m'ont frappé. Jusqu'à ils m'ont mis tout nu dans le centre. J'étais arrêté tout nu. Après ça, ils m'ont pris dans le cargo. Ils sont allés au cimetière. Ils m'ont frappé jusqu'à il y a un qui m'a attiré, puis il m'a fauché. Il m'a mis à terre. Il m'a violé. J'ai perdu connaissance. Quand j'ai perdu connaissance, après, je me suis levé, j'ai vu un sur moi. Il était en train de me violer. Après ça, ils sont allés avec moi au camp. Ils m'ont maltraité jusqu'à j'étais là. J'étais blessé partout. Le 28 matin, je me suis présenté dans le centre où je suis superviseur LMP pour voir si tous les représentants étaient présents. Et quand je suis rentré dans la cour,
j'ai été entouré par un groupe de jeunes qui m'ont demandé si je suis superviseur LMP ou RHDP. J'ai dit que je suis superviseur LMP. Et dès que j'ai prononcé LMP, ils se sont jetés sur moi. Et il y a un qui m'a tapé sur le cou et l'autre m'a taclé dans les pieds et je suis tombé. Et il y a un troisième qui a mis sa main dans mon habit, il a déchiré et ils m'ont mis nu et ils m'ont tapé avec les pieds et puis ils ont disparu. C'est là qu'il y a une dame qui est venue me donner son pain. J'ai pris ça pour attacher et je me suis dirigé chez le coordonnateur qui m'a accompagné au domicile du DDC à Champirgo. Ce dernier m'a mis dans un véhicule pour m'amener à Abidjan pour me faire prendre des soins. Et lorsque nous sommes arrivés à la sortie de Korogo, on a été encore arrêté par un groupe de rebelles qui cherchaient à nous attaquer. J'ai été transporté à la PISAM pour prendre des soins. J'ai eu le cou cassé et j'ai suivi une opération à la PISAM où j'ai passé une semaine avant de retrouver mon domicile. J'avais porté mon tricot. Donc quand ils sont arrivés là, ils se sont arrêtés. Mais là, il y a des jeunes qui disent que non, nos cas de descendre, ils vont venir enlever le tricot sur moi. Quel tricot? C'est le tricot de Gbagbo. Donc quand ma grande soeur est entendue maintenant, elle dit que non, que ils disent qu'ils vont venir dans la chauffeur. Donc moi, je ne savais pas. Donc après, maintenant, au moment où ils sont en train de lui dire de se calmer, il y a un monsieur qui est venu en forme. Il me dit non, moi d'enlever le tricot. C'est pour ça qu'il a demandé, mais je vais enlever le tricot, pourquoi? En même temps, il est tombé sur moi, il a commencé à déchirer mon habit, me déshabiller, tout nu. Ils m'ont frappé. Il est rentré dans le bureau, j'étais parti pour voter. Et quand il est rentré, il a cassé le bic. Je te suis, et tout, il casse le bic. Il me dit, il ne faut pas m'énerver, je suis sur les nerfs. Tous ceux qui vont pas y sortir, tu vas sortir pour me trouver. Moi, je croyais qu'il plaisantait. Je sors de il dit feu. Et les gars ont commencé à me battre. Ils m'ont déshabillé, ils ont enlevé même mon sac, l'argent des gens, ils m'ont tout pris. Ils m'ont frappé, ils m'ont traîné. Il faut qu'on me tue. Pourquoi j'ai dit que pourquoi le monsieur a cassé le pied? Même s'il fait un bic, il va casser. Les observateurs de l'Union africaine ont fait les constats suivants. La mission a relevé avec regret des actes de violence graves, notamment des pertes en vies humaines, des atteintes à l'intégrité physique, des séquestrations, des intimidations, des tentatives d'enlèvement et de dégradation du matériel électoral. Autant d'éléments qui devraient faire l'objet d'une appréciation minutieuse de la part des organes compétents afin de déterminer leur impact sur le scrutin. En outre, Vous avez vu les images, donc. Oui. Les premières images, les images terribles de ces pauvres femmes battues, et pour certaines violées, c'est ces images-là dont vous nous parliez, que vous aviez vues à l'époque? Oui, ce sont les images. Et la dame là que je connais très bien. Vous la connaissez? Oui, bien sûr. Vous la connaissez d'où? Je la connais parce qu'elle est représentant, puisque moi j'étais à Korogo, elle venait chez le représentant de la campagne du président à Korogo, celui à la maison. Je la connais tous. Elle vous a raconté la même histoire? Non. Après, je ne l'ai plus vue. Après, moi, je ne l'ai plus vue. Quand ils l'ont emmené, moi, je ne l'ai plus vue. I have again a request from the... Le président, j'ai une nouvelle demande des cabines d'interprètes parce que vous ne ménagez aucune pause entre les questions et les réponses. Alors, je vous en prie et je vous remercie de le faire. I'm sorry, I'm lost. Which women are we talking about? Just la dame, because I saw 4 different... Monsieur McDonald, j'aimerais savoir de quelle femme vous parlez parce que j'en ai vu 4 sur les images. Le président,
Je ne m'y retrouve pas non plus, mais je veux croire qu'à la fin, une réponse sera apportée à cette question. Bon, on va faire une chose, si vous permettez, Monsieur le Président, la plus simple. On va faire des arrêts sur image pour chaque dame, et vous allez nous dire de quelle dame il s'agit. Yes, because first he said. Le président, oui, parce que le témoin a dit qu'il connaissait l'une de ces femmes, et ensuite, apparemment, il a dit qu'il les connaissait toutes. Donc, je pense que nous devrions faire ce que vous avez proposé. Ses griffes. Les partisans du